Merci beaucoup à toutes et à tous de vous joindre à nous pour ce webinaire qui va être consacré donc à la restitution d'une étude que nous avons menée, Emen, Mathieu et moi-même, avec l'appui de quelques personnes qui sont présentes ici, notamment Omar et Amran, je pense qu'il va se connecter ces dernières semaines. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être quelques mots sur qui nous sommes et qui sont vos interlocuteurs. Donc, aujourd'hui, ils vont tenir le micro Emen Grira, que vous voyez, qui est manager spécialisé dans les services financiers, Mathieu Thomas, senior manager du cabinet et spécialiste de la banque de détail, et moi-même, Mathieu Cabrol, associé en charge des sujets relatifs à l'épargne, au secteur de la banque privée et à l'asset management. Et nous sommes accompagnés par Mathilde Crémazy, qui est notre chargée de communication, notre responsable communication, qui va animer le chat, vous poser quelques questions et puis nous aider dans le feu de l'action, pardon, à voir les éventuelles questions et commentaires que vous y écrirez. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas, ce qui est le cas de certains, je pense, dans l'auditoire, quelques mots sur Stanwell rapidement. Donc, je ne vais pas faire très long. Stanwell, c'est un cabinet nous sommes un cabinet de conseil en transformation métier avec une spécialisation assez marquée sur les services financiers. Nos clients sont des banques, des compagnies d'assurance et des organismes de protection sociale, et nous les accompagnons dans leur stratégie, projet de croissance ou de développement, dans leurs initiatives d'optimisation et d'amélioration du modèle opérationnel, également dans les projets qui ont une composante humaine et transformation humaine, ainsi que transformation des systèmes d'information. J'ajoute, et c'est un petit peu la Stanwell Touch, que dès que nous en avons l'occasion, nous injectons dans nos projets, dans les interventions que nous menons auprès de nos clients, une pincée d'innovation au travers de deux marques associées à Stanwell qui sont Blue Circle, notre réseau de start-up, et Wider, qui est notre filiale digital et data. Et puis, dernier point, dès que nous en avons l'occasion également, nous injectons la dimension ESG dans nos projets et nos interventions, puisque nous savons tous, et l'épargne d'ailleurs, vous allez le voir, fait partie des domaines où c'est le cas, que les sujets ESG traversent toute la société et traversent évidemment nos projets, nos missions et les organisations de nos clients. Stanwell, aujourd'hui, c'est environ 110 personnes, 11 associés, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà pour notre petite carte de visite. Deux mots sur l'étude rapidement. L'intention qu'on a dans cette étude, comme d'ailleurs nous l'avions déjà lorsqu'on en a fait la première édition en 2021, c'est de capter directement auprès des personnes concernées, auprès des épargnants français, leur motivation, leurs pratiques, leurs habitudes, éventuellement leurs questionnements, voire leurs craintes quand il s'agit d'épargne. Vous allez le voir, nous avons traité un certain nombre de sujets assez variés et les questions dont on va vous relater les enseignements, nous les avons posés à donc un échantillon d'1 millier d'épargnants représentatifs en termes d'âge, de sexe, de CSP, de géographie également. Le seul critère que nous avons imposé au panel, c'est de détenir au moins au niveau du foyer 5 000 euros d'épargne, de manière à ce que les réponses soient apportées par des épargnants effectifs et pas des aspirants épargnants. Voilà, rapidement, je vous expose les thèmes et puis après on va se partager la parole entre Mathieu, Emen et moi-même. Le premier thème, c'est Emen qui va vous le présenter sur les pratiques en matière de gestion de l'épargne et le rapport à la sécurité financière. Les deux thèmes suivants, c'est Mathieu Thomas qui va vous les présenter, la manière dont l'environnement économique et l'actualité influent sur les comportements d'épargne des Français. Le thème suivant étant le sens de l'épargne et le rapport à l'épargne responsable. Nous allons ensuite repasser le micro à Emen
pour parler de l'accompagnement digital et humain des épargnants. Et puis, je clôturerai l'ensemble des thématiques pour parler de la culture, plutôt d'ailleurs de l'inculture des épargnants français en matière de produits d'épargne. Voilà, tout ça dans une petite heure. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On va dérouler les thèmes en question, thèmes que je viens de citer. N'hésitez pas à vous poser vos questions dans le chat et on les traitera au fil de l'eau. Et je passe tout de suite le micro à Emmanuel. Merci Mathieu, bonjour à tous. Donc, je partage mon écran. Alors, effectivement, donc, on va pouvoir commencer avec le premier thème qui est relatif à la gestion de l'épargne. Donc, dans ce premier thème, on a deux axes. Un premier axe qui porte sur les objectifs d'épargne et un deuxième axe qui porte sur les habitudes d'épargne. Sur le premier axe, donc, on a posé la question pourquoi épargnez-vous? Et donc, on a 7 propositions de réponse. Donc, faire face aux aléas de la vie, préparer sa retraite, préparer mes futurs projets, sécuriser l'avenir de mes enfants, acheter ma résidence principale, financer les études de mes enfants ou bien acheter une résidence secondaire. Le premier enseignement qu'on peut tirer de cette première question, c'est qu'on constate, je dirais de manière assez nette, une anxiété plus importante par rapport à celle observée en 2021, puisqu'on voit que les sondés positionnent des objectifs ou des motivations à caractère incertain comme des premiers objectifs d'épargne. Donc, ils positionnent la réponse faire face aux aléas de la vie et préparer mes futurs projets, donc qui sont plutôt des motivations à caractère incertain, comme étant les principaux objectifs d'épargne. Donc, c'est quand même, ça reflète quand même une certaine anxiété. Donc, si on regarde dans le détail, si on fait un zoom, par exemple, sur la réponse faire face aux aléas de la vie, donc on voit qu'en termes de proportion, ça diminue légèrement par rapport à 2021, mais par contre, elle apparaît de manière plus fréquente comme premier choix. Donc, il y a plus d'épargnants qui positionnent comme premier choix faire face aux aléas de la vie par rapport à 2021. Donc, on a une hausse par rapport à 2021. Ce qu'on peut aussi dire sur ce premier axe, donc si on fait un zoom sur la préparation de la retraite comme étant un objectif d'épargne, donc ça c'est assez intéressant. On va revenir dans le détail après sur le sujet de la retraite, mais là on le traite comme étant un objectif d'épargne. Et donc ce qu'on voit, c'est quand même une évolution assez significative par rapport à 2021, puisque 20% des sondés la positionnent comme étant un premier choix en tant qu'objectif d'épargne, avec une hausse de l'ordre de 15 points par rapport à 2021. Donc la retraite, elle reste quand même un premier projet, puisque faire face aux aléas de la vie n'est pas forcément un projet en soi. Mais si on compare par rapport à acheter sa résidence principale, la retraite, elle est beaucoup plus importante. Ce qu'on voit aussi, c'est que l'évolution donc de la préparation de la retraite comme étant un objectif par rapport à 2021, elle est surtout portée par la tranche d'âge 35-44 ans avec une hausse de 10 points. Je dirais de manière assez logique, puisque c'est cette tranche d'âge justement qui est la plus intéressée ou qui est la plus à même à épargner pour commencer à préparer leur retraite. Donc voilà globalement ce qu'on peut tirer. Donc une anxiété plus importante par rapport à 2021 et une poussée du sujet de la retraite comme étant un premier projet, un premier objectif, surtout pour la tranche d'âge 35-44 ans. Donc, s'il n'y a pas de commentaires ou de questions, je vous propose de passer au deuxième volet, donc qui porte sur les habitudes d'épargne. Donc là, la question, elle est la suivante. Au quotidien, comment épargnez-vous? Donc, on a listé 4 propositions de réponse. Je transfère mon épargne mensuelle dès le début du mois. Je décide de combien épargner à la fin du mois. Je n'épargne pas régulièrement sur mon budget quotidien et je planifie mon épargne mensuelle et j'essaie de l'atteindre. Ce qui est intéressant ici de relever, c'est qu'on constate quand même des difficultés plus accrues à planifier ex ante son effort d'épargne, c'est-à-dire au début du mois. Si on compare par rapport à 2021, si on fait un zoom, par exemple, sur la réponse, je transfère mon épargne mensuelle dès le début du mois, c'est quand même une baisse significative de l'ordre de 7 points par rapport à 2021, donc ce qui reflète une difficulté plus importante à épargner en début du mois, donc ex ante. Ce qu'on constate aussi, donc si on fait un zoom sur la troisième réponse, donc je n'épargne pas régulièrement sur mon budget quotidien. Là aussi, on voit une forte hausse des participants, enfin des sondés, pardon, qui ont choisi cette réponse. Donc une hausse de 10 points par rapport à 2021, qui va toujours dans le sens des difficultés
à épargner ex ante. Ce qu'on peut dire aussi, si on fait une analyse par tranche d'âge, ce qu'on voit, c'est que les virements d'épargne en début du mois, ils concernent de manière assez majoritaire les plus jeunes. C'est le même constat qu'on a pu avoir en 2021, même s'il y a une baisse de 8 points, mais ça reste quand même concentré et porté par les jeunes. Une analyse qu'on a faite par CSP ne montre pas forcément une CSP en particulier qui est la plus impactée. Ça reste quand même homogène sur toutes les CSP. Donc globalement, si on peut résumer sur ce premier axe gestion de l'épargne, une anxiété plus importante, une poussée de l'objectif ou du projet préparation de retraite par rapport à 2021, porté principalement par la tranche d'âge 35-44 ans, et des difficultés plus importantes à planifier en début du mois l'effort d'épargne. S'il n'y a pas de commentaires, n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions. Sinon, je vous propose de passer donc sur l'axe sécurité financière. Donc là, il y a deux volets. Il y a un premier volet qui est relatif à la définition ou à la notion de sécurité financière et à l'atteinte ou pas de ce seuil de sécurité financière. Et ensuite, un deuxième axe qui est plutôt orienté contexte, je dirais macroéconomique 2023 et les potentiels impacts de ce contexte sur la définition, sur la notion de sécurité financière. Donc, ce qu'on peut voir ici, donc la première question qu'on a posée, donc on a mis des propositions de réponse sur la définition de la sécurité financière. Donc, par exemple, une définition peut être vivre sans avoir le sentiment de me priver ou de m'inquiéter pour mon avenir, être propriétaire de ma résidence principale, etc. Et donc, ce qu'on peut constater ici, ce qu'on peut relever, c'est que la majorité des épargnants, donc 57%, associent la notion de la sécurité financière au sentiment de ne pas avoir à se priver ni à s'inquiéter pour leur avenir. C'est quand même une baisse en baisse par rapport à 2021, donc de l'ordre de 9 points, mais ça reste quand même la définition qui est qui apparaît le plus par rapport à ce qui a été proposé comme d'autres éléments de réponse sur la définition de la sécurité financière. Ce qu'on peut dire ici aussi, c'est qu'on constate, ça aussi c'est assez intéressant, une poussée de l'assimilation de la notion de sécurité financière au fait de ne plus avoir de crédit à rembourser. Donc, ça, c'est la quatrième proposition. Donc, si on compare par rapport à 2021, c'est quand même une hausse de 10 points. Et là, c'est aussi à mettre en regard du contexte de hausse des taux, notamment sur les prix immobiliers. Donc, on voit justement une poussée de la notion de sécurité financière assimilée au fait de ne plus avoir de crédit à rembourser. On peut dire aussi, si on prend le volet retraite, donc on a proposé une réponse, donc la définition de la sécurité financière, c'est de dire globalement qu'on ne s'inquiète pas pour notre retraite, et donc là on a 31% des sondés qui assimilent cette notion donc de ne pas avoir à s'inquiéter de leur retraite à la définition de la sécurité financière. Ça reste un taux qui est relativement stable par rapport à 2021. Donc ça, c'est le premier volet. Ensuite, on a posé la question, donc, pensez-vous avoir atteint ce seuil de sécurité financière tel qu'il a été défini dans la question précédente? Et donc là, globalement, près de 60% des sondés estiment ne pas avoir atteint le seuil de sécurité financière. C'est globalement un taux qui reste relativement stable par rapport à 2021. Ce qui est intéressant de dire ici, c'est que la proportion des personnes qui ne considèrent pas avoir atteint leur seuil de sécurité financière est corrélée positivement aux revenus et au patrimoine, donc je dirais de manière assez logique. Donc voilà globalement sur la notion de la sécurité financière, ce qu'on peut tirer comme enseignement. Je vous propose de passer sur l'axe du coup contexte 2023 et les potentiels impacts, répercussions sur la notion et la définition de la sécurité financière. Donc la première question qu'on a posée, c'est donc
On prend l'hypothèse qu'on a atteint notre seuil de sécurité financière. Et donc là, on a proposé trois éléments de réponse. Donc, une fois qu'on a atteint notre seuil de sécurité financière, de sécurité financière, pardon, est-ce que cela changerait à ma manière de gérer mon épargne? Est-ce que je suis prêt à investir dans des projets ou des causes qui me tiennent à cœur? Ou bien est-ce que je suis prêt à prendre davantage de risques en ayant atteint mon seuil de sécurité financière? Justement sur des placements qui peuvent être plus risqués, mais avec un rendement plus important. Ce qu'on constate ici, c'est que l'atteinte de ce seuil, tel qu'il a été décrit dans la question d'avant, reste quand même, enfin, ne change pas la manière de gérer l'épargne pour l'écrasante majorité des épargnants. Donc, même si j'ai atteint mon seuil de sécurité financière, je ne vais pas forcément changer mes habitudes ou ma manière de gérer mon épargne. Par contre, un élément très intéressant et qui a évolué par rapport à 2021, ce qu'on constate, c'est vraiment une poussée de l'aversion au risque. C'est-à-dire, si on analyse la troisième proposition, donc je serai prêt à prendre davantage de risques. Donc là, on voit que 31% uniquement des sondés sont prêts à prendre davantage de risques, qui est en forte baisse donc, par rapport au taux de 48%. Donc on a une baisse de 17%. Et ça montre quand même une aversion au risque assez significative par rapport à 2021. Voilà ce qu'on peut tirer de cette question. Ensuite, sur l'impact du contexte 2023 sur la notion de seuil de sécurité financière. Donc là, on a choisi 4 sujets qui sont d'actualité. Donc la hausse des taux, les incertitudes géopolitiques, l'évolution du système des retraites et l'inflation. Donc la question, c'est est-ce que ces sujets vous amènent à revoir votre seuil de sécurité financière et quel est l'impact? Comment vous qualifiez l'impact? Est-ce que c'est un impact léger, modéré, significatif ou pas d'impact? Ce qui est intéressant ici de voir, c'est que c'est l'inflation et l'évolution du système de retraite qui sont les sujets qui peuvent susceptibles d'amener les épargnants à revoir leur seuil de sécurité financière. C'est pour montrer justement l'importance et l'impact que peut avoir soit l'inflation, soit l'évolution du système de retraite sur la définition et le seuil de sécurité financière. Donc près de 30% si on fait un zoom sur l'inflation. Donc c'est 30% de notre panel qui considère que l'inflation les amène à revoir leur seuil de sécurité financière. Si on fait une analyse par âge, donc on constate que ce taux, il augmente et il monte à 41% pour les épargnants de la tranche d'âge 25-34 ans. Je dirais de manière assez cohérente, et il tombe à 25% pour les 55 ans et plus sur le volet de l'inflation. Si on regarde maintenant, on fait un zoom sur l'évolution du système de retraite, si on isole les retraités de notre panel et qu'on regarde uniquement les actifs, donc on a 34% des actifs qui considèrent que l'évolution du système de retraite a un impact significatif. Donc c'est assez intéressant puisque je dirais, c'est sur les actifs où on peut justement être amené à revoir ou, je dirais, à qualifier l'impact que peut avoir l'évolution du système de retraite sur notre définition et notre seuil de sécurité financière. Donc, voilà globalement ce qu'on voulait partager avec vous sur ce premier thème de gestion de l'épargne et de sécurité financière. Donc, si je résume en 2 mots, plus d'anxiété, une difficulté plus importante à épargner en début du mois et les sujets de l'inflation et de la retraite qui sont quand même des sujets assez importants et qui peuvent amener les épargnants à revoir leur seuil de sécurité financière. Donc, est-ce que vous avez des commentaires ou des questions sur ce premier thème? N'hésitez pas, le cas échéant, à poser des questions au fil de l'eau dans le la chat. conversation, ouais. Et je propose, Mathieu, qu'on enchaîne. Très bien. Du coup. Donc, après ce premier volet de questions, effectivement, on s'est intéressé à comment certains thèmes d'actualité impactaient les comportements d'épargne des ménages. Donc, je commencerai par le premier. Le sujet qu'on voit clairement dans l'actualité, qui est celui de l'inflation, avec 2 premières questions. C'est du déclaratif.
Donc la première qui était, avez-vous le sentiment d'être négativement impacté dans votre capacité d'épargne par l'inflation? Et de manière tout à fait cohérente avec ce qu'on peut voir dans les journaux, dans certaines études, on a une écrasante majorité, 85% des répondants, qui évoquent des difficultés nouvelles à épargner. Et parmi ces 85%, 17,5% disant maintenir leur effort d'épargne constant dans le temps, là où les autres répondants parmi ces 85% évoquent une baisse de la capacité à épargner, et seulement 15% des répondants disant ne pas être impactés dans leur capacité d'épargne par l'inflation. Donc des résultats tout à fait cohérents avec ce qu'on peut lire par ailleurs, et qui montrent également une très nette priorisation de la consommation sur l'épargne dans un contexte de difficulté pour le pouvoir d'achat des personnes interrogées. La deuxième question qu'on a posée, c'était pour tenter d'identifier la présence ou non d'une boucle prix-salaire dans le contexte inflationniste actuel. Et donc, on a demandé tout simplement si les répondants avaient bénéficié de revalorisation de salaire en proportion du contexte inflationniste actuel. Une nouvelle fois, de manière plus qu'écrasante, donc on a 63 des répondants qui disent non, ils n'ont pas eu de revalorisation salariale liée à l'inflation, et 29% répondant que oui, il y a eu une revalorisation, mais largement insuffisante par rapport au niveau d'inflation constaté, et donc un maigre, le reliquat disant avoir bien bénéficié d'une hausse de salaire conforme à l'inflation. Donc ce qui ressort ici, ce sont des choses cohérentes avec ce qu'on peut lire par ailleurs. Donc une inflation importée qui impacte le pouvoir d'achat des gens, une priorisation de la consommation sur l'épargne, et de manière déclarative mais conforme avec ce qu'on peut lire par ailleurs, pas d'indication d'une boucle prix-salaire qui se mettrait en place en France autour du sujet d'inflation. Le deuxième sujet sur lequel on a interrogé les sondés, c'est l'impact de la hausse des taux sur leur comportement d'épargne. La première question était: est-ce que la hausse des taux actuelle vous fait-elle revoir vos choix de placement? Et là, la réponse nous a un peu surpris, avec 60% des répondants qui indiquaient ne pas revoir leur choix de placement dans le contexte de hausse des taux actuelle. Et à peu près 40% indiquant le contraire, et seulement 8% disant drastiquement revoir leur stratégie de placement. Il est à noter d'ailleurs que chez les retraités, on va dire l'effet d'inertie est encore plus lourd, puisque 69% répondent ne pas revoir leur choix de placement dans le contexte de hausse de taux. Et pour les 40% ayant répondu favorablement au fait de revoir leur stratégie de placement, on leur a demandé de préciser quels étaient les choix de placement vers lesquels ils s'étaient orientés dans le contexte actuel. Et on a eu des réponses, somme toute, très cohérentes avec ce qu'on pouvait s'attendre. Donc le premier point, le grand gagnant de la hausse des taux actuels, c'est les livrets réglementés. On a pu le suivre d'ailleurs dans l'actualité, mais c'est confirmé par les répondants, avec notamment la mise en avant de produits tels que le livret A. En deuxième position, l'assurance vie, et enfin les produits de type marché financier, actions. Il est à noter que cette préférence exprimée se maintient quand on contrôle les produits détenus. Donc, par exemple, les détenteurs d'assurance vie ont davantage privilégié les livrets d'épargne au cours de la période que leurs propres produits d'assurance vie. Donc, quand on tient compte des équipements produits des répondants, les préférences exprimées restent valables dans les réponses des répondants. Et donc avec quelque chose de très conforme à ce qu'on a pu constater dans l'actualité.
des livrets d'épargne dont souvent les règles de calcul se font au regard de l'inflation constatée, donc qui ont pu bénéficier de hausses de taux assez favorables, des produits d'assurance vie composés de fonds euros et de fonds UC, les fonds UC étant souvent en action avec des marchés qui ont pu être compliqués ces derniers temps dans un contexte de hausse de taux qui reflète en fait un resserrement monétaire. Et des fonds euros qui ont pu bénéficier d'appréciation de rendement, mais sensiblement inférieure à ce que pouvaient offrir les livrets réglementés. Et évidemment, des produits de type marché action qui n'ont pas forcément eu une très bonne dynamique avec les marchés au cours de la période récente. Donc tout ça est assez conforme en termes d'évolution de placement avec ce qu'on pouvait effectivement constater dans le contexte de hausse de taux. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. Si je poursuis sur le dernier thème d'actualité sur lequel on a voulu interroger les sondés, donc un thème d'actualité assez récente qui est celui des retraites. Donc, comme on a pu le voir, on voit que le sujet des retraites inquiète. Donc, 58% des répondés dans une des questions présentées par Emen évoquent que ce thème des retraites pourrait leur amener à revoir leur seuil de sécurité financière. Pour autant, on voit que cette inquiétude n'est pas forcément suivie d'action. D'abord, par exemple, dans les objectifs d'épargne, où au global, et bien qu'en termes de première réponse, le terme soit en progression, au global, le thème des retraites n'est choisi que par un peu plus de 40% des répondants. Et c'est assez conforme avec ce qu'on peut voir ici, où on a demandé en première question quelle était la proportion que vous allouez à la préparation de votre retraite dans votre effort d'épargne. Et ce qui apparaît très clairement, c'est 61% disent allouer rien ou un petit effort d'épargne, à savoir moins de 20% du total, en vue de la retraite. Donc c'est un taux qui va même monter jusqu'à 69% chez les jeunes, donc surtout la tranche 25-34 ans. Le sujet évidemment de la prééminence de l'objectif de retraite déclinant pour les personnes ayant atteint le seuil fatidique. Mais donc on voit bien en tout cas aujourd'hui que l'effort d'épargne autour de la retraite reste somme toute assez modeste parmi les répondants. Et alors, une surprise peut-être de l'étude, on a demandé aux sondés s'ils seraient intéressés par la mise en place d'un complément de retraite par capitalisation, un plan d'épargne retraite obligatoire, qui viendrait en soutien du système de répartition actuel. Et là, ce qui apparaît nettement, c'est 52% des répondants qui sont favorables à l'introduction à faible dose ou à plus forte dose d'un complément de retraite par capitalisation et 36%, donc une minorité par rapport aux 52% qui expriment un avis positif, qui souhaitent le contraire ou qui sont défavorables à une telle mesure. Point intéressant, quand on regarde dans les catégories socio-professionnelles, le soutien est toujours favorable. Donc si par exemple je prends les professions intermédiaires, vous voyez qu'on garde encore 47% de personnes favorables par rapport à 43% de gens défavorables à cette mesure. Si je vais sur les employés, idem, on aura 24 plus 23% favorables contre seulement 37% de détracteurs. Et évidemment, une mesure assez largement soutenue dans le segment des cadres, avec pratiquement 60% de personnes favorables. Mais donc, chose intéressante, le soutien exprimé traverse toutes les catégories socio-professionnelles, donc sur la mesure de la retraite par capitalisation. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les thèmes d'actualité. Je ne sais pas si des questions. Nous avons une autre remarque. Alors, une question de Vincent. Sait-on la proportion du panel détentrice d'un PER? Alors, d'après les réponses apportées, 26%, un peu plus de 26% des répondants disent détenir un plan d'épargne retraite, quelle que soit la forme du produit dont il est question. Donc, une proportion assez élevée de détention, un taux de détention élevé. Et puis, le deuxième point que Nicolas a indiqué dans le chat, c'est l'immobilier est un incontournable dans la stratégie de retraite. Il n'apparaît pas ici de fait.
effectivement, après, la question de l'immobilier a été posée dans les thématiques de sécurité financière. Et c'est un des thèmes relativement minoritaires repris par les répondants. C'est vrai qu'on n'a pas fait le lien direct entre stratégie retraite et patrimoine immobilier. Alors, en période de remontée de taux et forte inflation, j'aurais pensé voir un attrait plus fort pour le marché obligataire. Alors oui, mais je rappelle en fait que la remontée des obligations, notamment si vous regardez par exemple l'OAT à 10 ans, en fait, c'est fait à un rythme sensiblement plus faible que celui de l'inflation. Et c'est précisément ce qui explique le hiatus avec les produits réglementés, où en fait l'État se positionne par rapport au taux d'inflation, qui est sensiblement plus haut que la remontée des taux. En fait, il faut avoir en tête que la remontée des taux se fait en contexte en fait, de ce qu'on appelle des taux réels négatifs, puisque l'inflation reste plus forte que ces taux. Et ce qui fait que les taux obligataires, en fait, bien que augmentant, restent encore inférieurs au rythme d'inflation constaté. Donc, il y a une appréciation effectivement, mais qui se fait à un rythme moins rapide et donc qui a entraîné des inquiétudes sur le spread entre les taux des produits réglementés, effectivement, et ceux constatés pour les fonds euros en assurance vie. Constatons-nous une tendance au recours de produits plus tangibles parmi les choix de placement, notamment l'inflation plus élevée cette année? Alors oui, certains produits, typiquement l'or, sont souvent cités et plébiscités comme des produits de hedge contre l'inflation. Je dois dire par contre ne pas avoir regardé récemment le sujet. Non, et on n'a pas posé une On question. n'a pas posé de question là-dessus, oui. En revanche, on a un indice, mais qui est un petit peu pollué par le marketing des distributeurs de ces produits. On a quand même une poussée assez nette de la détention de SCPI parmi notre panel par rapport à ce qui était déclaré en 2021, qui démontre un attrait qui était déjà aussi évident en 2021 pour des logiques de fléchage et de fléchage vers des projets ou des types d'actifs tangibles. Néanmoins, ici, dans le questionnement, dans les questions qu'on a posées à notre panel d'épargnants, on n'est pas allé aussi loin. Et on verra ça dans la fin si on a le temps de le faire. Vous verrez que nos épargnants français sont en fait ont un niveau de culture financière relativement limité. Et je pense que l'attrait, par exemple, du marché obligataire, c'est quelque chose que très très peu sont capables de comprendre. En revanche, effectivement, pour reprendre le point de Baptiste, l'idée que l'or est une valeur refuge, celle-là, elle est très ancrée dans l'inconscient collectif, et donc elle fonctionne bien. Mais voilà, on va pas très loin en termes d'analyse financière avec les épargnants français moyens, je dirais. Je propose peut-être qu'on avance dans la prochaine section du sondage. Donc, voilà, dans un contexte où on évoque beaucoup la finance durable, les critères ESG dans les choix de placement, on a interrogé les sondés sur le poids du sens et des missions d'investissement dans leur décision de stratégie de placement. Donc, sur le sens accordé à l'épargne, je vais démarrer par d'abord la section précédente, excusez-moi, et par le sujet de la compréhension. Point intéressant pour démarrer la discussion, c'est qu'est-ce que les sondés comprennent aux enjeux ESG et est-ce qu'ils comprennent le lien entre leur épargne et ces enjeux? Donc, c'est la question que nous leur avons posée ici. Et de manière très massive et très claire, le premier point qui apparaît, c'est une incompréhension et une mauvaise compréhension de ces enjeux, avec près de 93% des répondants qui disent ne pas percevoir ou mal percevoir le rapport entre les enjeux ESG et leur épargne.
et seulement 7% des répondants qui disent avoir une bonne compréhension. Et en fonction du filtre que vous feriez sur la catégorie socio-professionnelle, vous pouvez même tomber à 0 pour certaines catégories qui disent n'avoir aucune bonne compréhension. Si vous prenez par exemple les artisans et commerçants, le point important étant 46% disant n'avoir aucune connaissance ou méconnaître le sujet, 22% dont la réponse est plus ambiguë, c'est-à-dire on peut a priori comprendre qu'ils auraient une connaissance mais qu'ils ne font pas forcément le lien avec leur épargne, 24% qui voient un lien assez lointain avec leur épargne et donc seulement 7% qui font très bien le lien entre les enjeux de durabilité et leur épargne. Donc on voit un premier sujet qui est la barrière de la compréhension autour des enjeux associés au placement des épargnants. Le deuxième point, on les a interrogés sur est-ce qu'ils trouvent que la communication et que les informations communiquées par les entreprises sur l'épargne responsable sont claires et précises. Là-dessus aussi, un constat clair, 82% des répondants pensent que les informations sont globalement peu claires et peu précises. En comptant que c'est un niveau de réponse de mémoire qui est tout à fait similaire à ce qu'on avait déjà détecté en 2021 lors de l'étude précédente. Donc, on voit bien qu'il y a aussi un sujet de déficit de clarté autour de la communication en la matière. Donc, premier point à noter, une forte incompréhension et donc une demande de meilleure pédagogie en la matière. Sur les thèmes plébiscités en matière d'épargne à mission, donc on en a proposé plusieurs, donc toute une série assez variée comme vous allez le voir. Donc on va de la préservation de l'environnement à la lutte contre les inégalités sociales, à la défense des droits de l'homme, au développement économique local, donc à la transparence des affaires, donc des thèmes assez variés en termes d'impact social, sociétal, environnemental. Ce qui apparaît dans les réponses, donc le premier thème plébiscité, sans surprise, c'est le thème de la préservation de l'environnement, donc qui arrive en première position avec 45% des répondants qui choisissent ce thème. En troisième position, je l'évoquerai d'abord, c'est le développement économique local qui était en deuxième position lors de notre sondage précédent, donc qui reste fort comme thème de prédilection des répondants. De manière assez intéressante, deux thèmes sont apparus très fortement cette année, ça n'était pas du tout le cas lors de la précédente étude. La lutte contre les inégalités sociales et la défense des droits des salariés, et on peut clairement penser que l'actualité pèse beaucoup dans ces réponses, notamment avec l'actualité qu'il y a pu y avoir autour de la réforme des retraites, où on voit bien que ça suscite une réaction claire, en tout cas et visible, dans les réponses des sondés. Et avec un thème, par exemple, qui était beaucoup plus fortement cité lors de la précédente étude, la transparence des affaires, qui tombe un peu en déshérence par rapport à l'étude précédente. Point notable à noter néanmoins, la préservation de l'environnement garde clairement sa prééminence, mais néanmoins est en baisse sensible avec une baisse de 7 points par rapport. C'était en fait dans la précédente étude le seul thème qui était majoritairement cité par les répondants. Et donc cette fois-ci, le taux de répondants passe sensiblement en dessous des 50%. J'évoquerai un dernier point, en plus, qui peut faire écho à des thèmes d'actualité, avec notamment le gouvernement qui discute du lancement de produits autour du financement de la transition énergétique du pays. On a posé la question sur le fait de si les pouvoirs publics lançaient un produit d'épargne réglementée dont les encours seraient dédiés au financement de la transition énergétique du pays, y souscririez-vous? Donc, point intéressant, une majorité de répondants y est favorable, 52%. Donc cette fois-ci avec une opposition plus fortement exprimée, par exemple, que dans le cas de la question posée sur la capitalisation. Donc c'est une petite majorité et on sent un sujet qui peut étonnamment paraître plus clivant, c'est-à-dire si on fait une analyse par catégorie socio-professionnelle, on se rend compte que certaines catégories peuvent être défavorables. Donc si par exemple, je regarde
profession intermédiaire, on voit que ça bascule à 51%, ce qui est une petite majorité en défaveur de la proposition. Ça s'exprime plus fortement sur d'autres catégories socio-professionnelles, mais on voit que cette proposition est plus clivante et moins consensuelle que celle, par exemple, qu'on a pu voir sur la retraite par capitalisation, où on voyait un plébiscite qui traversait l'intégralité des catégories socio-professionnelles. Voilà pour ce premier volet de réponse autour de l'épargne responsable. Alors, on a une question de Jérémy dans le chat. Avez-vous une idée, avez-vous sondé votre panel sur les concessions de rendement qu'il serait prêt à accepter pour avoir un portefeuille ESG friendly, un produit d'épargne réglementé qui investit dans la transition énergétique? Alors, non. On a posé la question en 2021. Et pas cette fois-ci par choix simplement de thématiques à traiter dans un questionnaire qui était nécessairement un peu limité. Et alors, ce qui ressortait de manière évidente en 2021 et qui, à notre sens, n'a pas beaucoup évolué, C'est la défense du rendement. c'est oui pour faire de l'ESG friendly, mais jamais, quasiment, au détriment du rendement espéré de mes investissements. Et donc, la conclusion qu'on en a tirée à l'époque, c'est que pour pouvoir amener des clients qui n'ont pas un biais initial pour les solutions ESG friendly, pour les amener à sélectionner ce type de produit, il faut savoir leur faire la démonstration qu'un portefeuille sélectionné selon ces critères-là peut être tout aussi performant qu'un portefeuille qui ne ferait pas la sélection sur ces critères. Voilà. Et après, la préférence au rendement est effectivement clairement exprimée dans les réponses. Oui. Et vient effectivement été et d'ailleurs on l'avait vu également lors d'un panel avec des clients également clairement exprimé. Et d'ailleurs de manière assez cohérente avec ce qu'on vient d'évoquer. Donc on a également posé la question sur quelle proportion de votre épargne seriez-vous prêt à placer dans des thèmes qui vous tiennent à cœur, et on sent bien une relative frilosité pardon, des répondants à cette question, puisque en gros, sur aucun de mes investissements futurs ou une part marginale, vous dépassez déjà les 50% de répondants. Donc une part marginale étant vraiment marginale, puisqu'on évoque un seuil à moins de 10%. 35% néanmoins, donc ça n'est pas négligeable aussi, évoquant une part minoritaire mais significative, donc entre 10 et 50%, ce qui est une fourchette assez large, et seulement 9 et 3%, donc ça fait 12%, évoquant une part à minima majoritaire. Donc on voit bien que c'est un thème sur lequel il y a une relative prudence des épargnants, clairement exprimée et cohérente avec ce qu'on évoquait sur la recherche du rendement avant tout. Et assez similaire et conforme à ce qu'on évoquait également précédemment sur l'importance de la transparence. Donc, pour un investissement qui a du sens, quel niveau d'importance accordez-vous au fait de savoir précisément quel projet ou entreprise votre investissement permettra de financer? Une nouvelle fois, une écrasante majorité, et c'était dans le même ordre de grandeur à hauteur de 80% lors du précédent sondage. 80% des répondants, 78% cette fois-ci, répondent que il est très important ou important de connaître le placement, enfin en tout cas l'usage précis du placement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les thématiques ESG autour de l'épargne. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, l'intérêt est-il plus grand pour les tranches d'âge les plus jeunes? Je pense qu'on peut regarder peut-être en live la déformation. Alors, je vais retourner à la question. Ouais. Non, c'était la proportion, pardon. Et alors oui, de mémoire, les jeunes sont plus près. Alors, non, âge ici. Je vais faire une double sélection. Voilà, effectivement, les jeunes expriment une plus forte appétence, effectivement, sur le fait d'accorder une part plus ou moins importante sur des investissements qui font du sens. Donc, effectivement, c'est bien corrélé à l'âge. Si à l'inverse, tu sélectionnes les 55 et plus,
Là, effectivement, Voilà, on constate effectivement qu'aucun de mes investissements futurs est passé à quasiment 25%. Oui, les néobanques ne s'y sont pas trompés. Bon, il n'y a pas que les néobanques hein, d'ailleurs qui prennent ce positionnement-là, mais les acteurs qui, euh, qui mettent en avant ces valeurs-là et s'adressent en particulier aux populations, à les jeunes, je ne sais pas jusqu'à quel âge est-ce qu'on est jeune, mais tel qu'on l'a défini ici jusqu'à 35 ans, ont trouvé un positionnement cohérent. On peut le dire comme ça. Après, est-ce que c'est le seul? Probablement pas. Eman, je propose de te Oui, redonner la très main bien. pour la dernière partie du sondage. Oui. Alors, donc, le dernier thème de notre sondage, il porte à la fois sur le sujet de la relation avec le conseiller et les attentes que peuvent avoir les épargnants envers leur conseiller bancaire, et un deuxième axe qui porte sur l'autonomie et les outils digitaux qui sont mis à disposition des épargnants dans la gestion de leur épargne. Donc, si on regarde le premier volet qui est relatif à la relation avec le conseiller, donc ce qu'on constate, c'est que le taux de satisfaction des épargnants par rapport à la relation qu'ils ont avec leur conseiller bancaire reste stable par rapport à 2021. Donc, la majorité des sondés sont satisfaits de la relation, donc 53%. Par contre, en revanche, il y a un élément qui est stable par rapport à 2021, mais qui est intéressant à soulever ici, c'est que on constate, je dirais, une difficulté chronique de la part des banques d'aller chercher des clients qui sont à fort potentiel d'épargne. Donc, globalement, si on fait un zoom sur les personnes qui ont répondu «Je n'ai pas de contact avec mon conseiller bancaire», bah, en fait, on s'aperçoit que ça touche essentiellement les foyers dont les revenus sont supérieurs à 5 000 euros et du coup qui sont à fort potentiel d'épargne. Donc là, je pense qu'il y a un vivier à aller chercher puisque si on fait un zoom sur cette tranche, on voit que 27% des sondés déclarent ne pas avoir de contact avec leur conseiller sur les sujets d'épargne. Là aussi, ça reste stable, mais ça démontre quand même que cette difficulté, elle n'a pas été résolue par rapport à 2021 et 26% ne sont pas du tout satisfaits par rapport à leur relation actuelle avec le conseiller. Donc ça, c'est ce qu'on peut tirer du premier axe, relation avec le conseiller. En termes d'attente, donc ici, ce qui est attendu de la part des épargnants, c'est plutôt la dimension, on va dire, relationnelle. Ce qu'attend un épargnant, c'est plutôt l'écoute et la compréhension fine des besoins de l'épargnant au détriment de l'expertise. Donc, l'épargnant, il ne cherche pas forcément, si on se fie à notre sondage, à l'expertise du conseiller, mais ce qu'il attend, c'est plutôt une écoute et une compréhension fine de ses besoins. Ça, c'est assez intéressant. La qualité d'écoute, elle est la plus recherchée, surtout pour les 55 ans et plus. Le niveau, par contre, il décroît sur les tranches d'âge des plus jeunes. En termes de revenus, le niveau de plébiscite, il décroît aussi avec l'importance des revenus, je dirais de manière assez cohérente, assez logique. Et le pic, il est atteint sur la tranche 2,5 K euros et 5 000 euros en termes de revenus. Donc voilà globalement ce qu'on peut dire sur ce premier axe relation avec le conseiller. Si on regarde maintenant le sujet de l'autonomie, donc la question c'est sur qui vous appuyez-vous dans vos décisions de placement. Et donc là, la majorité des sondés comptent essentiellement sur eux-mêmes dans leurs décisions d'épargne. Ça reste un taux relativement stable par rapport à 2021. Et il y a le conseiller bancaire du coup qui apparaît en deuxième position. Mais ça reste quand même voilà, la recherche personnelle qui est la réponse la plus, euh, la plus importante dans le sondage. De manière assez logique et cohérente, on voit que sur la tranche d'âge des plus jeunes, et notamment les 18-24 ans, c'est plutôt la famille qui est sur lequel s'appuient ces sondés de la tranche d'âge 18-24 ans en matière d'épargne. Euh, sur l'axe gestion de l'épargne et du coup, souhaiteriez-vous pouvoir gérer votre épargne, donc l'axe autonomie? Ce qu'on constate, c'est que l'écrasante majorité, dans 80%
des épargnants souhaitent pouvoir gérer en autonomie leur épargne et seulement près de 20% ne le désirent pas. Donc, c'est quand même en hausse si on compare par rapport à 2021. On était à un taux de 67% versus 80% qu'on constate aujourd'hui. Si on fait l'analyse maintenant par âge, on voit effectivement des répartitions qui sont différentes en fonction des tranches d'âge. Et donc, on constate que 75%, par exemple, des 55 ans et plus, ne souhaitent pas gérer en autonomie leur épargne, je dirais de manière assez logique. Par contre, le taux, il baisse pour les tranches d'âge plus jeunes. Sur la question qui porte sur l'acte de gestion de votre épargne, est-il un motif de satisfaction personnelle? Là, on voit pas, on voit, ce qu'on constate, c'est que la majorité des sondés éprouvent quand même de la satisfaction à gérer leur épargne, d'abord parce que ça les rassure. Quand on voit les réponses qu'on a proposées, c'est un motif de satisfaction personnelle parce que oui, ça me rassure, oui, ça m'amuse, ou non particulièrement, ou non pas du tout. Donc, ce qui ressort, c'est que c'est plutôt c'est la majorité des épargnants qui éprouvent de la satisfaction, c'est essentiellement parce que ça les rassure de gérer leur épargne. Ce qu'on peut dire, c'est que là aussi, on voit quand même une évolution et une baisse par rapport à 2021, une baisse assez sensible de 10 points, puisque seulement 58% des sondés éprouvent de la satisfaction versus 68% en 2021. Autre élément intéressant à relever ici, c'est le caractère rassurant. Donc, si on regarde, on fait un zoom sur les réponses, oui, ça me rassure, donc qui représente près de 42% du panel, on voit que c'est inversement corrélé au niveau de revenus, je dirais de manière assez cohérente. Et enfin, le caractère ludique, donc les personnes qui ont déclaré c'est un motif de satisfaction personnelle, oui, parce que ça m'amuse, et par contre, corrélé positivement aux revenus, à l'inverse du caractère rassurant. Enfin, en termes d'outils digitaux, donc là, la première question qu'on a posée porte sur les outils digitaux qu'on souhaiterait avoir à disposition pour gérer notre épargne. Et donc là, on a fait un certain nombre de propositions, par exemple les comparateurs ou les comparaisons entre produits, les simulateurs financiers, les informations financières. Ce qu'on peut relever ici, c'est que la majorité, donc 55%, souhaitent bénéficier d'outils d'aide à la décision, donc par exemple des comparateurs entre produits ou des simulateurs financiers. Les outils sont plébiscités, surtout, enfin, le niveau de plébiscite, pardon, il décroît avec l'âge, donc ces outils-là sont plutôt recherchés et attendus surtout par les tranches d'âge, par les jeunes. Si on regarde maintenant l'information financière comme étant un outil digital qui peut être mis à disposition, il apparaît en 3e rang. Donc, en termes de position, on est sur la même position qu'on a constaté en 2021, et c'est les hauts revenus qui sont les plus nombreux à vouloir disposer d'un outil d'information financière comme étant un outil digital qui peut les aider dans leur gestion d'épargne. Enfin, sur le taux de satisfaction, donc là c'est assez intéressant parce que je pense qu'il y a quand même eu des investissements assez importants de la part des banques, justement sur la digitalisation, sur l'expérience client, etc. Mais par contre, on ne le voit pas forcément si on se fie à ce sondage, puisque globalement, 60%, près de 60% des répondants sont soit partiellement satisfaits ou pas du tout satisfaits des moyens digitaux qui sont mis à leur disposition. Ce taux, il augmente jusqu'à 48% pour les 18-24 ans. Quand on regarde les répondants qui sont totalement satisfaits, donc ça représente 41% du panel et ça monte jusqu'à 48% pour les 18-24 ans. Donc, autrement dit, ce sont les plus jeunes qui sont les plus satisfaits des moyens digitaux qui sont mis à disposition, mais le taux, il reste quand même limité, puisque voilà, c'est aussi à mettre au regard par rapport à tous les efforts, tous les investissements qui ont pu être faits de la part des banques sur le sujet des outils digitaux. Je ne sais pas s'il y a des commentaires ou des questions sur cet axe relation avec le conseiller et outils digitaux. Si on n'a pas, je passe la main à Mathieu.
Oui, alors c'est un peu un challenge. Il me reste 3 minutes pour faire la fin. Ce que je vous propose, c'est de passer sur la partie détention de produits dont on a traité quelques points par les questions du chat. Et puis, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de surprises, si ce n'est les deux sujets que sont la détention relativement significative de part de SCPI parmi les réponses de nos clients, parmi ce que les clients nous ont répondu, et la présence importante de plans d'épargne en retraite à hauteur de 26%. On a posé d'autres questions, là un petit peu pour gratter, pour faire un petit peu poil à gratter, pardon, des questions sur la compréhension que les épargnants, qu'ils détiennent ou pas les produits dont il est question, ont des grandes caractéristiques de ces produits. Et en fait, le résultat est pas super brillant. Pas super brillant. Le champion des produits d'assurance, des produits d'épargne, pardon, c'est de manière assez évidente l'assurance vie. Et alors là, on était assez étonnés dès 2021, et ça se confirme cette année, de constater que seulement 45% des répondants ont pris conscience qu'un contrat d'assurance vie, ça n'était pas une garantie totale du capital. Euh, et à l'inverse, on a une proportion très importante qui croit ou n'est pas bien sûr que les fonds sur un contrat d'assurance vie sont bloqués pendant 8 ans. Donc le mythe de la prise de date, plutôt l'argument de la prise de date a donné naissance à un mythe d'illiquidité totale pendant 8 ans des montants d'assurance. Donc, l'assurance vie est assez étonnamment très mal connue par les clients, y compris ceux qui les détiennent, même si évidemment les détenteurs ont une connaissance un peu meilleure, mais ça reste quand même assez alarmant. Autre point intéressant, on a vu que les SCPI sont finalement détenus dans des proportions un peu plus importantes que ce à quoi on pouvait s'attendre et ce qu'on constatait en 2021. Néanmoins, on a un peu l'impression que les réponses apportées par les répondants ont été tirées au dé, puisque on voit que la prévention du risque, c'est un tiers c'est pas risqué, un petit tiers c'est risqué, et puis un gros tiers ne savent pas. Et puis sur la liquidité, même si c'est un petit peu plus marqué, peut-être, on a quand même plus de 55% des répondants qui ne savent pas si les parts de SCPI, c'est facilement liquide ou pas. Voilà. En revanche, on a un point de satisfait, c'est sur le PER qui s'est bien installé dans le paysage. Nos épargnants, connaissent l'existence du PER à 72%. D'entre eux sont des taux qui augmentent avec les classes d'âge et avec les niveaux de revenus. La possibilité d'investir dans un plan d'épargne retraite individuel est aussi relativement connue de nos épargnants. Donc, pardon, ils ont conscience qu'ils peuvent souscrire à titre individuel, et le caractère bloqué des fonds jusqu'à la retraite, sauf cas de sortie d'exception, est connu par une petite majorité, 52% des répondants. Alors, j'ai fait très vite sur ce thème-là, et même si on s'est un peu plus étendu sur les précédents, pour être tout à fait sincère, il y a beaucoup de richesses et d'analyses possibles sur chacune des questions dans notre étude. Donc, on en a fait une présentation assez ramassée. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous encourage, si vous avez des questions ultérieures, à revenir vers Emmanuel, Mathieu ou moi-même, si vous avez des points d'intérêt complémentaires. Le webinar va être retranscrit, il a été enregistré, il va être retranscrit dans les prochains jours et accessible sur notre site type Transformation in Your Pocket. Je pense que Mathilde met le lien ou a mis le lien dans le fil. Là, je ne le vois pas parce que ainsi que l'accès aux résultats du sondage, Mathilde. Ça, ce sera plutôt à la rentrée, le temps qu'on règle une ou deux problématiques techniques. Le sondage sera accessible. Voilà, le mot de la fin. Merci beaucoup de votre présence, de votre écoute, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bel été.
Merci à vous tous. Bonne soirée à Bonne tous. soirée.